journal, les constats des gouverneurs des deux régions, les éclairages du ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent-Serge Etundingwa sera sur ce plateau. À jour J-100 du CHAN 2021, le compte à rebours des grandes compétitions de football au Cameroun est lancé. À la manette ce mardi, le Premier ministre, chef du gouvernement, nous le retrouverons à l'immeuble Étoile. 23 ans jour pour jour que Eboa Lotina a raccroché micro et guitare pour l'éternité, mais l'artiste n'est pas mort, il est plus présent que jamais dans les bacs. L'hommage à l'inoxydable et au caustique, c'est dans ce 20h30. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Nous sommes le 6 octobre 2020 et c'est le deuxième jour de la rentrée scolaire 2020-2021. Nous faisons le point dans ce journal avec une première préoccupation. Les effectifs se sont-ils améliorés dans la région du Nord-Ouest ce mardi? Le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique est plutôt rassurant ce soir. Laurent Chisoukbe. Lycée technique Canada à Bamenda, ce mardi 6 octobre 2020, élèves et enseignants ont le cœur à l'ouvrage. Rares des cas d'absence signalés. Cette ambiance studieuse de reprise totale et effective de cours est observée dans toutes les différentes écoles primaires et secondaires. Plus que par le passé, il y a une mobilisation générale de la communauté éducative, du corps enseignant et des élèves pour dire oui à l'école, oui à l'éducation. Dans les écoles parcourues publiques et privées, le coronavirus est combattu avec la dernière énergie. Distanciation physique, port de masque, lavage de mains sont des mises. Il n'y a plus question de garder les enfants à la maison. Les mesures sécuritaires et sanitaires sont prises. Il y a encore quelques parents, quelques élèves qui tiennent le pas. C'est l'occasion de leur demander de renvoyer les enfants à l'école. En les renvoyant à l'école, ils assurent leur éducation pour le futur. La région du Nord-Ouest, après la timidité observée le premier jour, prend donc définitivement le train de la rentrée. Satisfaction constatée également dans la région voisine du Sud-Ouest. Pour ce deuxième jour d'évaluation sur le terrain, le gouverneur Bernard Okalia-Bilaï a félicité les responsables de l'éducation pour leur mobilisation qui permet de constater ce mardi le démarrage effectif des cours et l'application stricte des mesures barrières. Nous y reviendrons. L'autre préoccupation de cette rentrée, c'est bien le respect des effectifs dans les salles de classe. Pas plus de 50 élèves, martèlent les ministres en charge de l'éducation. Mesure nécessaire pour la distanciation sociale, on l'entend, d'où la rotation des élèves en demi-temps. Mais question ce soir, quelle solution pour ces établissements où la mi-temps était d'ailleurs déjà pratiquée et où les effectifs restaient plutôt pléthoriques? Notre reporter Franck Evina est allé voir les solutions possibles à l'école primaire publique de Soa. École primaire publique de Soa, 6 groupes système de mi-temps en vigueur depuis quelques années. Au lycée technique de Soa, plus de 1000 élèves encadrés dans le respect des distances. Nous avons 2 filières où nous avons fait 100%. Là, c'est des classes vides. Bon, là-bas, on n'a pas d'inquiétude à se faire. D'autre part, vous avez l'électricité. Généralement, c'est des classes où nous avions réellement des effectifs pléthoriques. L'équation n'est pas sans solution. Il n'est pas exclu qu'une salle de classe qui était un peu grande pour un certain effectif ait une cloison. On va essayer de voir, avec l'appui de la mairie peut-être, la construction des salles de classe. Il y a aussi l'option du privé si ça sature dans le public. On a choisi les grandes classes, on respecte les 52 par salle en classe. Comme tu vois là-bas, il y a beaucoup de parents en train de plaindre qu'ils vont enregistrer. Ils sortent de lycée, c'est déjà plein. Au cas où dans une salle de classe, nous avons plus de 50, nous divisons la salle de classe en 2.
Seulement, les portes de l'enseignement privé ne s'ouvrent pas facilement aux petites bourses. Rentrée scolaire effective également dans les régions du sud et de l'est, et que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale, l'impératif des écoles sans Covid reste la rigueur. Marlise et Noambarga Aoumou fait le point dans ces deux régions. Les responsables des établissements maternels primaires et secondaires d'Ambamé de Kiosi enregistrent de bons points face à la lutte contre le coronavirus. Toutes les mesures barrières anti-Covid sont respectées. C'est le cas fait par le numéro 1 de la région du Sud, Félix Ngelingeli, descendu sur le terrain ce lundi, jour de rentrée scolaire. Nous avions l'affluence des élèves, nous avions la présence des enseignants et surtout, j'ai vu avec beaucoup de satisfaction les signes qui permettent d'affirmer que les établissements respectent les mesures barrières. Autre région, même constat, la reprise est effective à l'est du pays où la communauté éducative dans son ensemble s'est engagée à faire des campus des lieux sains. Le coronavirus n'est pas encore vaincu, encore moins éradiqué. Donc il faut qu'on insiste et pour cela il faut un environnement sanitaire sécurisé et sain. La très haute hiérarchie a pris des dispositions pour que cette année scolaire se déroule conformément aux tests et aux normes en vigueur. Nous avons déjà gagné le pari des examens. Aujourd'hui, je crois que nous sommes en train de gagner le pari de la rentrée scolaire. Le périple du secrétaire général de la région du Centre lui permet de s'assurer de l'effectivité des mesures barrières dans une dizaine d'écoles du Mfundi. Nous pouvons nous réjouir de ce que cette rentrée scolaire est effective sur toute l'étendue de notre région. À chaque fois, les autorités administratives insistent pour que ces mesures continuent d'être respectées pour assurer une année scolaire sans Covid. Je vous annonçais la présence de Monsieur le ministre de l'Éducation de base sur ce plateau. Bonsoir, Monsieur le professeur Laurent-Serge Tondingwa. Bonsoir Adèle. Vous êtes là pour faire avec nous le point à ce soir du deuxième jour de la rentrée scolaire 2020-2021. Quel constat premier vous pouvez faire à ce stade? Je répondais dimanche dernier à une question d'un de vos collègues qui nous ont demandé dans quel sens on voit la rentrée scolaire 2020-2021. Et je disais fort allègrement, nous la voyons dans le sens de la mobilisation des énergies pour que cette année scolaire démarre dans de meilleures conditions. Je pense que 48 heures plus tard, l'histoire nous donne raison. C'est-à-dire que les effectifs sont absolument satisfaisants à travers le territoire national dans les salles de classe? Bien, on peut faire un flashback par rapport aux rentrées qui n'étaient pas des rentrées perturbées, c'est-à-dire avant la Covid-19. On constate que le rythme est pratiquement le même. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, hier, dans la matinée, nous avons eu quelques inquiétudes et nous avons été très rapidement rassurés aujourd'hui parce que les parents et toute la communauté éducative et surtout les autorités administratives qui ont eu la charge de veiller sur le bon déroulement des rentrées avec nous ont tout fait pour que nous soyons aujourd'hui rassurés. Nous espérons que les jours à venir seront meilleurs parce qu'il y a encore quelques personnes qui peuvent traîner le pas. Ça, c'est normal, c'est humain et je pense que le chef de l'État est en train de réussir son pari. Et on vient de le voir, cette confirmation dans le reportage d'ouverture de ce journal avec notre correspondant sur place à Bamenda qui confirmait que les élèves ont massivement repris le chemin de l'école ce mardi à Bamenda et dans les autres villes de la région du Nord-Ouest. Je voudrais appuyer un facteur qu'on semble ignorer. Les villes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en général se sont vidées du gros de leurs effectifs. Et voir les salles de classe aujourd'hui, cela montre que ceux qui sont restés sont véritablement sortis et nous nous en félicitons. Le défi, l'autre de cette rentrée, Monsieur le ministre, c'est bien le Covid-19, où vous l'évoquez, la crise sanitaire mondiale et le respect des mesures barrières. Vous êtes le ministre des tout-petits, on peut le dire comme ça. Comment on veille sur ces tout-petits pour le respect de ces mesures barrières? Je tiens à dire ici, et nous l'avons déjà dit, qu'un protocole a été mis en place pour cette classe d'élèves ou d'écoliers qui sont très jeunes. Et comme j'ai eu à le dire,
ces enfants-là sont très réceptifs. Ils obéissent parce qu'ils ont peur qu'on les punisse, que ce soit le parent ou l'enseignant. Et globalement, même dans nos familles, on voit ce qu'ils nous disent. Quand vous arrivez, vous voulez les saluer, vous disent non. On a dit de ne pas se saluer, ils vous présentent le coude, etc., etc. Donc, ça se passe plutôt bien. C'est vrai malgré leur turbulence naturelle dans les salles de récréation, dans les cours de récréation. Je tiens ici à féliciter les encadreurs parce que les résultats que nous observons montrent qu'ils font suffisamment bien leur travail, mais de temps à autre, il y a des récalcitrants, il faut réprimander avec beaucoup de sympathie. Innovation majeure également dans cette année scolaire, c'est le système de rotation en demi-temps pour permettre la distanciation sociale, pas plus de 50 élèves par salle de classe. Monsieur le ministre, quels ajustements en ce qui concerne par exemple le volume du personnel enseignant? Bien, on a traité cette question. Je voudrais revenir dessus pour dire que globalement, nous avons essayé pendant la période de congé qui a suivi les examens de l'année scolaire 2019-2020, de réajuster nos effectifs. Premièrement, nous avons dans la plupart de nos structures des enseignants qui étaient dans les bureaux et tout. On a mobilisé tout ce monde-là. Ensuite, nous avions dans les écoles des grandes villes qui sont le plus concernées aujourd'hui par le problème de rotation. Nous avions des enseignants qui n'avaient pas leur charge horaire complète. On avait des établissements, on a 3 maîtresses par classe, etc. etc. On utilise tout ce monde-là aujourd'hui à plein temps. Un redéploiement qu'ils ont d'ailleurs accepté dû les circonstances du moment. Et je pense que nous sommes en train d'avancer pour réussir ce pari-là qui était tant redouté par les parents et les familles. Parce qu'il faut bien dire que les enseignants de la vague du matin ne sont pas les mêmes dans l'après-midi. C'est là qui était la question. C'est essentiellement ce que nous essayons de faire. Et nous sommes heureux que, bon, on dirait que ce n'est que 48 heures, mais pour l'instant, c'est une bonne réussite. Mais quelle efficacité quand vous projetez ce système au terme de cette année scolaire, ce système de mi-temps en rapport avec ces 2 jours de pratique, vous venez de dire, c'est déjà une réussite, mais encore. Je voudrais dire tout simplement que on fait souvent comme si le système de mi-temps est né avec la Covid-19. Nous, à notre temps, par défaut d'avoir des salles de classe disponibles, nous avons fait la mi-temps. Elle a continué dans la plupart des écoles publiques de la ville qui sont surpeuplées. On a fait cette mi-temps et des dispositions ont été prises par les responsables de ces établissements qui ont essayé de réajuster un certain nombre de choses pour que nous n'ayons pas globalement beaucoup de problèmes. Au jour d'aujourd'hui, on n'en signale pas beaucoup. Mais on vient de le voir dans un précédent reportage, ces établissements publics où ce système de mi-temps était donc, comme vous le dites, déjà pratiqué, mais qui reste en sureffectif malgré la mi-temps. Qu'est-ce qui est préconisé? Parce qu'ils sont là-bas plus de 50 élèves par classe. Ils font déjà la mi-temps depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, je voulais dire qu'ici, il s'agit d'un problème de responsabilité. La mi-temps est généralisée dans les grandes villes et des villes à population suffisamment forte parce qu'il y a le respect des mesures barrières. Mais au jour d'aujourd'hui, l'ambition et la volonté du chef de l'État a toujours été que tous les Camerounais aient accès à l'éducation. Bon, il y a des difficultés, nous devons essayer de nous y adapter. Et si on posait la question à un parent, parce qu'il y a sureffectif, est-ce que vous acceptez que votre enfant reste à la maison? Il dira sûrement non. Ça veut dire en clair qu'on peut également réajuster d'une certaine manière les mesures barrières. L'essentiel, c'est qu'on ne se touche pas beaucoup. L'essentiel, c'est qu'on soit aseptisé, si je peux utiliser le terme. On lave les mains, généralement, et puis on est propre. Et la mesure qui est la plus recommandable est que quand les enfants partent de la maison, que les parents s'assurent que la maison même présente des conditions de fiabilité pour que, quand les enfants vont à l'école, ils ne portent pas plutôt le virus de la maison vers l'école. Alors, ce complément à ces enseignements à temps partiel, ce seront des enseignements à distance
qui vont se poursuivre, déjà pratiqués partiellement depuis l'avènement de ce Covid-19 au Cameroun. Mais comment les jeunes vont-ils s'adapter à ce système à votre niveau, à l'éducation de base et précisément les jeunes scolaires de nos villages? Je voudrais d'abord parler des jeunes des villes. Je tiens à vous dire qu'ils sont suffisamment androïdes, même ceux qui ont 3-4 ans aujourd'hui. Ne laissez pas votre téléphone portable, ils vont retrouver là où il y a la musique, là où il y a des dessins animés et autres. Donc, ils sont suffisamment vifs et ils s'y adonnent à cœur joie. Bon, maintenant, les jeunes des villages où nous n'avons pas, hélas, la chance d'avoir à tout moment l'énergie électrique ou encore le signal d'une télévision. Bon, nous avons fait des cours modèles sur du dur. Ces cours modèles ont été généralement envoyés là-bas, parfois sur des clés, au niveau des inspections, au niveau des arrondissements. On les multiplie et on met à disposition des écoles tout cela. Ça a été pratiqué sur une courte échelle en juin dernier. On a essayé d'élargir l'école et l'échelle pour que tout le monde ait un document qui a ses cours. Au cas où il y avait un problème, on s'y réfère. Alors, parlons juste pour finir cet entretien, Monsieur le ministre, du moral des enseignants. Hier était cette 26e journée mondiale de l'enseignant. Est-ce que vous sentez que cette revalorisation du rôle et de la place de ces maîtres du savoir est vraiment en marche dans votre département ministériel? Je pense qu'il y a une amélioration des prestations qui est constatée, que ce soit des prestations dues aux enseignants ou encore des prestations dues par les enseignants. Alors je pense qu'il y a une amélioration et nous devons aller de l'avant en tenant compte de la disposition de notre pays à braver les mesures qui sont aujourd'hui les mesures économiques, qui sont déjà l'environnement avant la Covid-19, qui n'était pas aussi... prégnant. Voilà, exactement. Et ensuite, après la Covid-19, ça a plutôt rendu plus difficile cet environnement-là. Mais, comme vous avez vu, le Cameroun montre une certaine résilience et nous avançons. Merci infiniment, Monsieur le ministre de l'Éducation de base, Monsieur le professeur Laurent-Serge Etundingwa, d'être venu sur ce plateau pour apporter ces éclairages. Nous continuons d'ailleurs avec vous à monitorer cette rentrée tout au long de cette semaine et si vous le pensez utile, revenez apporter d'autres informations à la CRTV. Je remercie la CRTV pour l'invitation qui nous a permis d'éclairer la lanterne de beaucoup de Cameroun. Merci. Et il faudra bien payer tous les frais nécessaires pour cette rentrée, Monsieur le ministre. Et c'est là un casse-tête qui reste entier pour certains parents, notamment ceux qui ont fait le choix des établissements privés ou confessionnels. Les frais de scolarité là-bas augmentent chaque année. L'homologation des pensions demeure un projet plutôt lointain. On entend souvent dire la qualité a un prix. Qu'est-ce qu'il faut dire sur ce front-là? Les constats à Yaoundé. Daniel Menanga. Le chic et le chèque, duo de choc chez les privés. Omnisport, un nouveau sur la cartographie des établissements scolaires. L'école ne devrait pas être un fonds de commerce. Une capacité de 5000 élèves. Donc avec cette capacité, je peux baisser le coût des pensions et maximiser sur les effectifs et équilibrer mes dépenses. Argument de poids avancé au gré des ambitions. Il faut que nous construisions les bâtiments. Une table banc coûte dans les 60 000. Nous avons des figurines, nous avons des ordinateurs que nous achetons chaque année. Au commencement, près de 50 000 francs CFA requis et fixés par un texte réglementant les taux de scolarité dans le privé. Caduc, 60 ans après. La loi fixant les modalités d'organisation de l'enseignement privé a prévu une disposition, notamment en son article 6. Il est fait état de 2 types d'établissements. Les établissements privés libres, ils vont fixer leur taux sous la tutelle du MINESEC. Et les établissements sous contrat seront des établissements qui vont signer des contrats avec le MINESEC. Et à partir de ce moment-là, le MINESEC pourrait peut-être avoir un contrôle. En attendant l'application des textes de la loi signée en 2005, qui tient compte de la conjoncture actuelle, les parents trinquent.
Parlons encore finances avec la conférence internationale de Paris sur le financement des infrastructures en zone CEMAC. L'événement s'est ouvert hier 5 octobre et dès ce deuxième jour, mardi, on a constaté l'engouement des investisseurs. Confirmation et première évaluation, c'est avec vous, Marie-Laurence Unke. Parmi les premiers éléments de satisfaction de l'offensive de la CEMAC à Paris, on note la hâte des investisseurs à décrocher des rencontres B2B avec la délégation de la CEMAC. Question de maîtriser les contours des projets exposés. Un investissement dans des infrastructures, ça nécessite une relation de confiance. Il faut être bien sûr des personnes avec qui on va s'engager parfois pour 30 ou 40 ans. La connaissance de toutes les différentes techniques de financement des infrastructures nécessite de rentrer dans les mécanismes techniques. La délégation de la CEMAC ne se contentera assurément pas de si peu. Le plus important, c'est que les décisions se prennent par la suite, qu'ils viennent, qu'on discute et que se mettent en place les financements pour nos projets. Pour le financement des projets intégrateurs prioritaires, la CEMAC va à la rencontre de 2563,4 milliards de francs CFA. 2 projets ont vu leur financement bouclé et la conférence de Paris se tient en prélude à la table ronde de novembre 2020 dédiée à la levée des financements. La rencontre de Paris s'achève vendredi, cette fin de semaine. Et nous restons dans la capitale française, précisément au Palais de l'Élysée, qui recevait ce mardi son Excellence André Magnus Ekumu, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun auprès de la République française, est ainsi allé présenter ses lettres de créance au président français Emmanuel Macron. Maxence Ancel, notre correspondante à Paris, raconte la belle ambiance au terme de cette cérémonie à l'ambassade du Cameroun de retour de l'Élysée. Séparé de tous les atours symboliques de ses fonctions que l'ambassadeur André Magnus Ekumu franchit le seuil de l'ambassade, accompagné de son épouse Claire. Il revient du palais de l'Élysée où il vient de présenter ses lettres de créance au président Emmanuel Macron. L'accueil est chaleureux avec des acclamations, des you-you, du personnel de l'ambassade, mais également des représentants des Camerounais résidant en France. L'ambassadeur André Magnus Ekumu a réitéré dans sa prise de parole son credo fondé sur l'apaisement et le rassemblement. Du nord au sud, répondez présent à tout ce qui est point de l'unité, répondez présent à tout ce qui éloigne la haine, la colère, la jalousie entre nous. Les Camerounais de France sont invités à cheminer ensemble dans la paix, la tolérance, l'acceptation réciproque et dans le respect des règles du pays d'accueil. En travaillant, en mettant les efforts qu'on peut arriver. Les échanges se sont poursuivis dans la liesse et la fraternité. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Et dans ce combat que mène le Cameroun contre le Covid-19, la préoccupation de l'heure concerne bien la jeunesse scolaire en pleine rentrée 2020. Les autorités annoncent la mise en place de protocoles sanitaires renforcés. Nous retrouvons maintenant Évariste Yenga et son invité au centre des opérations des urgences de santé de Yaoundé. Nous allons voir le fonctionnement de tous ces protocoles dans les établissements secondaires avec vous ce soir. Bonsoir Évariste. De tous ces protocoles dans les établissements secondaires avec nous ce soir. Bonsoir Évariste. Bonsoir Adèle, le coronavirus Covid-19, ennemi commun à tenir en respect et hors de portée des milieux éducatifs. Comment cela fonctionne au niveau des enseignements secondaires, lycées et collèges? Question ce soir à notre expert, le docteur Madeleine Ouanyan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous êtes médecin et sous-directeur de la santé et des activités post- et périscolaires au ministère des enseignements secondaires, dites dans les lycées et les collèges. Comment fonctionne et quels sont les résultats obtenus par les protocoles mis en place? Oui, le ministère des enseignements secondaires, tout comme les autres secteurs éducatifs,
ont mis en place des protocoles sanitaires au sein des établissements scolaires pour limiter la propagation du coronavirus. Parmi ces protocoles sanitaires, on peut citer la désinfection périodique des établissements, le port systématique des masques, le respect strict des mesures barrières, la création des unités de veille anti-Covid qui ont un cahier de charges bien déterminé, la mise en place d'un circuit pour la prise en charge des cas suspects et la surveillance épidémiologique pour la détection de ces cas suspects. Il faut noter que ces protocoles sanitaires avaient été déjà mis en place depuis la rentrée scolaire de juin, le 1er juin. De la reprise des cours. La reprise des cours de juin. Et ces protocoles nous ont permis de gérer efficacement des cas d'alerte qui avaient été enregistrés pendant cette période. Et pour cette rentrée scolaire, nous allons juste poursuivre avec la mise en œuvre dans les établissements scolaires. Ce que vous allez poursuivre aussi, ce sont les dépistages des enseignants. Quel écho vous avez de cette activité? Oui, effectivement, le dépistage des enseignants a eu lieu et se poursuit jusqu'à ce jour dans toute l'étendue du territoire national, conformément aux instructions de Madame le ministre des Enseignements secondaires. Ces dépistages sont organisés dans les établissements scolaires en collaboration avec les districts de santé qui nous accompagnent dans cette activité. Et fort heureusement, les échos qui nous parviennent sont satisfaisants. Merci, Dr Ouaya. On va s'arrêter là pour cet entretien. Adèle, vous l'avez retenu. Pas encore de chiffres en ce qui concerne les dépistages dans les établissements. La surveillance est un vaste processus qui se poursuit tout au long de cette semaine et d'ailleurs tout au long de l'année scolaire 2020-2021. À vous le plateau. Entendu, Évariste, et merci à votre invité. Des audiences du ministre des Travaux publics ce mardi, Emmanuel Nganou Djoumessi, a reçu tour à tour la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis, Madame Vernelle Fitzpatrick, l'ambassadeur désigné de Belgique, son Excellence Eric Jacquemat, et puis l'ambassadeur d'Égypte, son Excellence Medat Kamal El Meligui. Le Caire qui se dit disposé à accompagner le programme de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. L'effervescence monte, le compte à rebours est lancé pour les deux grandes compétitions de football que le Cameroun prépare. La CAN 2022, le CHAN 2021, ce sera du 16 janvier au 7 février pour cette dernière compétition, à 5 jours exactement du coup d'envoi du championnat d'Afrique des nations de football. Donc, le Premier ministre chef du gouvernement prescrit l'achèvement total de toutes les finitions sur tous les sites. Joseph Dion Gouté, qui présidait la 26e réunion du Comité national de préparation ce mardi. Retrouvons à l'immeuble Étoile, Laurentine Bokono. Satisfaction générale à la suite de l'évaluation des différents sites de compétition. Nous sommes dans une dynamique d'évolution et de montée en puissance. Dans la perspective des réglages et des réajustements devant permettre que nous soyons absolument et parfaitement prêts le moment venu. Mais il faut procéder aux éventuels ajustements qui s'imposent. Aussi, Joseph Dion Gouté recommande-t-il au ministre des Sports et de l'Éducation physique de passer en revue tous les problèmes résiduels d'entretien des pelouses, des bâtiments et autres équipements. À son homologue de la communication de veiller à l'accélération des travaux de transmission du signal TV. Au ministre de l'eau et de l'énergie d'instruire Camoateur et Eneo de régler tous les problèmes de raccordement des sites au réseau d'eau et d'électricité. Au délégué général à la sûreté de s'assurer de l'achèvement des travaux de vidéosurveillance. Enfin, au président de la FECAFOOT d'intensifier la préparation sportive de notre équipe nationale en vue d'une bonne prestation. Au final, c'est une montée en puissance qui est amorcée afin que tout soit prêt le jour dit.
Le Premier ministre, chef du gouvernement, qui préside demain mercredi la première session ordinaire du Conseil national de la décentralisation, ce sera en visioconférence. L'entreprise Liep Limal, en langue bassa, la pauvreté est finie. L'entreprise qui récompensait l'une de ses premières femmes coach récemment, c'était au Yaoundé Hilton Hotel. Il s'agit là d'une plateforme d'achat et de vente en ligne des devises. Des éclairages avec Emmanuel Biconde de CRTV Centre. Cela fait exactement 2 ans et 9 mois que Mme Bormis Matt découvrait Global Investment Trading et son produit phare, Liep Limal. Séduite par la crédibilité et le sérieux du projet, la voici aujourd'hui devenue première femme coach de la galaxie Liep Limal, stade suprême du plan de compensation de ces concepts, deuxième bénéficiaire au Cameroun d'un véhicule flambant neuf de marque Toyota Prado VXR. Et d'une somme de plus de 19 millions de nos francs CFA. C'est le fruit d'un travail acharné. J'ai cru en ce produit parce que déjà mes affaires ne marchaient pas. Alors j'ai acheté un pack de $100 qui valait à l'époque 65 000. J'ai tout simplement utilisé ma stratégie de marketing. Quand vous êtes avec moi, vous devez croire en ce que je fais et acheter un pack. Et moi, je gagnais 6% et je me levais. Grâce à Dieu. Liep Limal, produit plus ou moins connu, mais clairement conçu, les mots pour l'expliquer arrivent aussi aisément. Il permet à tout le monde, quel que soit son rang, de pouvoir investir et générer des gains conséquents. Nous avons des packs qui vont de 100 à 100 000 $ et qui génèrent des taux d'intérêt entre 10 et 54%. C'est l'économie numérique, c'est l'économie digitale. Tous les pays aujourd'hui sont en train de s'aligner sur la crypto-monnaie. Nous avons opté pour un plan de compensation que j'ai appelé le marketing de réseau, le marketing relationnel, avec un plan de carrière bien déterminé. Aujourd'hui, nous avons Mme Bormis qui est arrivée au sommet des sommets. La fête fut belle, l'heureuse élue en guest star a fait monter les décibels en poussant la chansonnette avec l'assistance pour dire merci au Seigneur Tout-Puissant pour tous ses bienfaits. En culture, le 23e anniversaire du décès de Eboa Lotine, c'était un 6 octobre 1997. Depuis lors, l'œuvre de l'artiste n'a pas pris une seule ride. Évocation en guise d'hommage à l'éternel fils du pasteur avec Serge Atangana-Bisson. Blondel qui le reprend au balafon et à la voix. C'est le temps des héritiers, des petits-fils. Ceux qui n'osent pas refaire la guitare, pastiche, simple, fidèle. Ils ont ouvert une tranchée, ex-Maléa, un chantier de reprise des Bois Lotines. Dans un répertoire de 70 titres au moins, ils peuvent voir venir. Il y a une tendance à l'oubli, il faut refuser ça. Parce que chaque peuple sort de quelque part. Étienne Bappé doit ganter l'ajout jazzy et Bois douce fantaisie, tandis que les Antilles troquent le sawa pour le créole. Le truc de chacun ici, c'est de faire vivre la musique, la bonne, par-delà la mort. Nous avons un album qui arrive, qui s'appelle Back to the Roots, Retour aux racines. C'est un album qui va célébrer plusieurs grands noms de la musique camerounaise. Et Bois, la prison en Douala. Son père, Samuel Lotine, pasteur, était embastillé en 42, quand Dieu nous l'a donné. Toutes les morts du monde ne peuvent pas nous l'ôter. En culture, un dernier mot avec ce rappel du président de la commission de contrôle des organismes de gestion collective. La redevance due au titre du droit d'auteur et des droits voisins se poursuivent. La collecte de ces redevances se poursuit et tous les paiements sont exclusivement attendus dans le compte bancaire ouvert à cet effet. Le président qui met en garde tout contrevenant à cette disposition
Nous arrivons au terme de ce 20h30. Le journal était préparé avec la collaboration de Agnès Solange Abessolo et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal tout à l'heure à minuit, mais dans l'immédiat, voici, après le journal, la rentrée de votre émission de débat, c'est politique. Le débat sur la table ce soir, l'an 1 en évaluation, le grand dialogue national une année plus tard. Aimé Robert Bina et ses invités, c'est juste après ce journal. Je vous quitte sur ces précieux rappels du président de la République contre le Covid-19. Très bon débat, très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.